Depuis l'Antiquité, depuis des temps très, très reculés, en fait, il y a eu des fascinations réciproques. Les peuples ont toujours éprouvé le besoin d'échanger, que ce soit au niveau commercial, au niveau des cultures. Mais l'Occident a quand même cette particularité depuis très longtemps qu'il aime à se représenter un Orient fantasmé qui ne correspond absolument pas en fait à la réalité, ou alors vraiment très très peu, vraiment très partiellement. Et si il cherche à donner une certaine image de l'Orient, c'est pour répondre à des buts. euh, Beaucoup de grands personnages de l'Occident sont devenus ce qu'ils sont, sont passés à la postérité par le contact avec l'Orient. Par exemple, Alexandre le Grand, il est devenu grand comment? Avec la conquête de l'Empire perse. Mais pas avec. Il n'y a pas toute cette mythologie, tout de suite qu'on dit Alexandre le Grand, le conquérant de l'Empire perse. Jules César, il devient bon, il accède au pouvoir quand il franchit le Rubicon avec sa rivalité avec Pompée, mais qu'est-ce qui permet à Jules César d'accéder à une autre dimension? C'est lorsqu'il va en Égypte. Sa conquête de l'Égypte, ça fascine l'Orient, c'est le berceau des civilisations. Je donne un autre exemple. Napoléon Bonaparte. Certes, il devient empereur donc en 1805, donc, mais qu'est-ce qui lui permet d'accéder à une autre dimension? C'est lors de sa campagne d'Égypte. Et c'est avec la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte que naît l'orientalisme au sens où on l'entend, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et l'âge d'or de l'orientalisme, c'est le XIXe et le XXe siècle. Et ça a des conséquences aujourd'hui même, en fait. Donc ça remonte à très loin. L'Occident est intrinsèquement violent et conquérant et impérialiste, et que l'Orient, amour, gloire et beauté, de luxe, cam et volupté, c'est pas ça. Mais le fait est que beaucoup de grands personnages occidentaux ou certaines élites occidentales ne rêvent de grandeur qu'à partir du moment où elles vont mettre le pied en Orient. Par exemple, sous l'Empire romain, beaucoup de généraux, de gouverneurs de province voyaient comme un prestige ou un avancement un poste en Orient. Par exemple, sous l'Empire romain, un gouverneur, c'était beaucoup plus prestigieux et un signe de promotion et d'ascension sociale pour un gouverneur d'être nommé gouverneur en Égypte, en Palestine, en Syrie, que par exemple gouverneur en Gaule, même si la Gaule était très riche aussi, très fertile, mais avec tout ce que ça véhiculait derrière, c'était beaucoup plus prestigieux pour un gouverneur romain, par exemple, d'être nommé gouverneur en Grèce, parce que la Grèce déjà c'est la porte de l'Orient, c'était beaucoup plus prestigieux pour lui d'être nommé gouverneur dans la culture en Asie mineure, c'était beaucoup plus prestigieux d'être nommé gouverneur en Égypte, là, alors là l'Égypte c'est le... Donc, déjà à l'époque, euh, beaucoup d'idées reçues sont véhiculées sur l'Orient. L'Orient est l'objet de mille et un désirs, mille et un fantasmes, mille et une passions. Et ça s'accélère. Quand on parle d'orientalisme, l'Orient, on pourrait dire c'est aussi la Chine, l'Inde, le Japon, mais il n'y avait pas d'ailleurs toute cette entreprise scientifique. En fait, l'orientalisme, c'est un mouvement à la fois intellectuel, culturel et artistique. C'est-à-dire la volonté de des élites occidentales de plaquer une vision fantasmée sur l'Orient dans le but aussi de s'ingérer dans les affaires des peuples d'Orient et de les amener à leur vision du monde jusqu'à les forcer à voir sur leur propre histoire la vision que l'Occident véhiculera d'eux.